Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur votre site que vous avez déjà pris l'habitude de suivre. Il s'agit bien entendu du www.bn247.net. www.bn247.net. Il s'agit bien entendu du réseau de la diaspora. Alors, réseau de la diaspora 24 heures sur 7, c'est une initiative qui a vu le jour ici à Toronto, qui traite de réalités des peuples de diaspora d'ici et d'ailleurs, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Europe et d'Amérique. Alors aujourd'hui, je reçois sur ce podium, dans le cadre justement de cette tournée que nous faisons au travers de différentes communautés, un monsieur qui est de la diaspora congolaise, établi à Toronto depuis un certain temps. Il s'agit bien entendu de monsieur Marcelin Kouilou, à qui je vais donner bien entendu la possibilité de se présenter avant que nous rentrons dans le vif du sujet. Mais je profite pour vous dire, si vous êtes désireuse ou désireuse de suivre ou participer à nos émissions, contactez-nous au 647-686-7046. Monsieur Kouilou, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur notre podium. Peut-être vous pouvez vous présenter brièvement avant que nous... Oui, merci beaucoup, Aimé. Merci de cette opportunité que vous m'accordez ou nous accordez au nom de la diaspora congolaise de nous exprimer. Je suis, vous l'avez dit, Marcelin Kouilou, Canadien d'origine congolaise établi à Toronto. Parce que depuis bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Donc voilà, Marcelin, je vous ai fait venir ici spécialement parce que je vous connais dans le cadre de vos activités, que ce soit sur le plan communautaire, politique et professionnel. J'essaie bien entendu d'inviter justement cette catégorie de membres de la diaspora pour nous parler un peu de votre expérience personnelle vécue au Canada. Ma première question est de savoir comment vous jugez votre intégration ici à Toronto où vous êtes établi, comme vous dites vous-même, depuis 10 ans. Merci pour la question. Personnellement, je pense que je me considère comme intégré dans la société canadienne. Et de façon générale, au regard de contacts personnels que j'ai au niveau de la communauté de la diaspora congolaise, je dois dire que l'intégration de nos compatriotes dans cette société canadienne est une réussite à quelques exceptions près. Bien sûr. Dans la mesure où nous trouvons nos compatriotes qui s'expriment, qui s'intègrent, qui font le travail que feraient les Canadiens d'origine, en fait, qui sont installés, comme on dit chez nous, correctement installés dans la société canadienne. Mais cela ne veut pas dire qu'il manque encore à faire. La communauté, la diaspora congolaise au Canada a fait un pas, mais beaucoup reste encore à faire. Et beaucoup reste encore à faire sur le plan de formation des ressources humaines dont une diaspora a besoin afin de s'imposer dans son pays d'accueil, dans le cas d'espèce, le Canada. Dans le cas d'espèce, le Canada, bien entendu. Mais Marcelin, il y a une question qui me traverse toujours l'esprit. Je pose cette même question à tous les ressortissants de la diaspora congolaise quand je les reçois sur ce podium, qui est de savoir, les statistiques estiment les Congolais de Toronto, grande région de Toronto, où nous sommes établis, à un nombre de 15 000 foyers. Mais dans ces 15 000 foyers, c'est comme si c'est juste un échantillon, là, hein, c'est même pas le 1% de ces Congolais que l'on voit dans la vie de tous les jours. Et souvent, quand on les voit, c'est dans les deuils, c'est dans les moments de tristesse ou dans le fête. Est-ce ça le modèle de réussite d'intégration dont vous parlez, ou bien vous faites allusion à autre chose? Absolument pas. Vous savez, dans une société humaine, il y a toujours des imperfections, il y a des failles, il y a des points positifs et négatifs. Il s'est fait effectivement que beaucoup l'ont dit, il n'y a pas une organisation réelle de Congolais établie dans la grande région de Toronto, puisque vous en parlez, qui puisse constituer, comment dire, une organisation de poids qui puisse relever ou faire constituer le porte-parole des desiderata de la diaspora congolaise à Toronto. Ça, c'est un fait. Mais il n'en est pas moins vrai que, au niveau individuel,
Nous avons, la plupart de nos compatriotes sont engagés professionnellement. Ils contribuent dans cette société canadienne et torontoise en particulier, en payant leurs taxes à travers leur travail, à travers toutes les activités qu'ils sont en train de faire. Quant à une organisation qui constituerait, je dirais, un répondant empirique d'un rassemblement de tous les Congolais en guise de porte-parole de ceux-ci, avec le pouvoir municipal, pour ainsi dire, ou provincial, c'est un défi que vous et moi, en tant que Congolais, nous devons nous lancer et pour aller de l'avant avec cet objectif-là, dans la mesure où nous sommes capables. Moi, je reste convaincu que nous, Congolais, nous sommes capables de nous réunir et créer une plateforme qui puisse nous constituer pour nous un répondant empirique par rapport à ce que le pouvoir municipal dans le cas de Toronto, provincial dans le cas de l'Ontario et même fédéral dans le cadre du Canada tout entier. Nous en sommes capables. Il y a des défis qu'il faut relever. Toute œuvre humaine n'est pas toujours facile à réaliser. Et, c'est justement à ce stade-là que nous nous retrouvons pratiquement dans la grande région de Toronto. Mais vous avez fait mention des éléments qui sont assez importants. Vous avez parlé du rôle au sein des municipalités, qui est, vous faites, l'institution de base. On est en contact, le gouvernement municipal, avec les ressortissants des différentes communautés, pas seulement congolaises. Mais jusqu'à présent, même au niveau municipal, on n'a pas de conseiller scolaire, par exemple, on n'a pas de conseiller municipal. Et quand il y a des élections, on ne voit pas non plus des Congolais qui sont devenus Canadiens depuis un certain temps y participer. Dans la police, dans le service public, on ne voit pas non plus beaucoup de nos ressortissants en tant que tels. Est-ce un manque de leadership ou les Congolais n'ont jamais réfléchi dans ce sens? Je pose cette question pourquoi? Parce que quand je suis par exemple dans d'autres communautés comme soudanaise par exemple ou camerounaise, dans la communauté rwandaise, par moment vous sentez une présence assez remarquée de leurs ressortissants dans différentes structures du pouvoir, que ce soit au niveau municipal, provincial ou au niveau fédéral. Qu'est-ce qui manque aux Congolais pour qu'eux aussi puissent marquer de leur présence au sein de ces structures-là? Merci, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la communauté a fait un pas dans le processus de son intégration dans cette grande région de Toronto, mais beaucoup reste encore à faire. Au niveau municipal, comme nous l'avons dit, effectivement, vous le dites, nous ne sommes pas vraiment représentés, nous ne sommes pas du tout représentés dans la mesure où nous n'avons jamais fait élire un conseiller municipal dans le cadre de la région de Toronto ou conseiller scolaire, etc. Mais cela ne veut pas dire que nous manquons de ressources. Nous avons des compatriotes valables qui peuvent briguer le mandat et faire le travail que les autres sont en train de faire. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons besoin de nous mettre ensemble, créer une plateforme qui nous réunirait tous afin de s'assigner un objectif réel d'être le porte-parole de la diaspora congolaise dans le cas d'espèce ici à Toronto. Et de ce point de vue-là, nous allons être capables d'intervenir au niveau municipal, au niveau du pouvoir municipal et au niveau de la police. Parlant du pouvoir municipal, je me rappelle qu'il y a quelques années, deux de nos compatriotes ont brigué le mandat municipal. Malheureusement, ils n'ont pas gagné des élections. Ils n'ont pas gagné des élections. C'est te dire que c'est notre frère exactement Jean-Claude Mbouyi et Didier Kalonji. Ils ont brigué le mandat. C'était une première. Oui, ils ont brigué le mandat et c'est vous dire que nous avons les ressources humaines nécessaires. Maintenant, il nous appartient à nous comme communauté de galvaniser tous ces efforts afin de peser de notre poids au niveau de la politique municipale dans un premier temps. Et parlant de la police, de l'exemple de la police, personnellement, je pense, et c'est un avis personnel, et je pense que nous, Congolais, n'étions pas vraiment intéressés au service de la police jusqu'à un certain temps. Bon, ça dépend des polices, ça peut être pompiers, gendarmerie. D'accord. Et je dois vous dire, peut-être que vous êtes dans le journalisme, vous êtes les journalistes, c'est les hommes les plus informés de la planète. Vous devez être informés qu'il y a des entrées dans ces services-là, il y a des entrées congolaises dans ces services-là. C'est pour vous dire, pour être un peu répétitif, les ressources
nous les avons. Il nous appartient à vous, comme journaliste, dans votre travail que vous faites, vous êtes l'homme le plus informé, dans votre profession, d'amener votre pierre à contribution dans la construction, l'édification d'une plateforme qui aiderait à galvaniser toutes ces énergies, toutes ces ressources-là, de manière, je dirais, systématique, afin de constituer, comme je venais de le dire, une plateforme répondant par rapport au pouvoir municipal de notre grande région de Toronto. Je ne voudrais pas couper la parole, mais quand vous parlez de plateforme, est-ce que vous vous référez à l'organisation des Congolais de la ville de Toronto? Vous vous référez aux représentations de nos partis politiques tels que l'UDPS, où je sais que vous êtes membre, ou éventuellement Parlou, ou d'autres partis politiques qui sont représentés ici, où vous parlez d'une plateforme à part qui regroupe toutes ces tendances dans le seul but de réfléchir sur comment briguer justement ces postes, que ce soit au niveau de la police, du conseiller municipal et pourquoi pas des députés provinciaux et provinciales, quitte à ce qu'un jour nous puissions un jour aussi, comme aux États-Unis, avoir un Noir, un Africain, pourquoi pas un Congolais comme Premier ministre du Canada. Oui, bien sûr, quand je parle de la plateforme, que nous soyons des UDPS, du PALU, du regroupement de femmes congolaises de Toronto et nous avons un dénominateur commun qui est la terre de nos ancêtres. Nous sommes tous Congolais et Congolaises. Et de ce point de vue, nous sommes à même de mettre de côté nos divergences de vues sur le plan politique, économique, social et culturel, afin de nous mettre ensemble. Quand je parle de plateforme, justement pour revenir à votre question, je fais allusion à une organisation, nous pourrons l'appeler comme nous voulons, pas nécessairement UDPS ou Palou ou majorité ou quoi que ce soit, mais une organisation qui nous regrouperait tous, nous Congolais, avec comme seul dénominateur commun notre pays d'origine. Nous nous retrouvons ici, dans ce pays, nous sommes tous venus du même sol. De ce point de vue, est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble et ne regarder que ça afin de porter solution à nos problèmes ici et éventuellement à notre contribution à ce qui se passe dans notre pays? Pour y parvenir, nous aurons besoin justement d'être impliqués dans la politique au niveau municipal, provincial et fédéral. Et ça ne serait certainement pas seulement l'objectif d'une telle plateforme, ça serait un forum, si vous voulez, un rassemblement des Congolais, appelé à discuter, à réfléchir sur des questions d'intégration des Congolais ici au Canada, ici à Toronto, comme vous le faites à travers l'émission que nous sommes en train d'animer. C'est à cela que moi je fais allusion. Un rassemblement ou un regroupement des Congolais comme Congolais venus de la République démocratique du Congo. Ça serait le seul dénominateur commun. Ok, mais pour y parvenir, bien entendu, il faut taire quand même les disputes qui existent au sein de la communauté. Je sais que le Congo regroupe beaucoup de régions et par moment à Toronto, on semble entendre que les gens se regroupent plutôt sur base d'intérêt. Des régions d'origine, ou d'ailleurs d'autres vont même tribus d'origine. Est-ce qu'en ayant déjà cette division-là, ce ne sont pas des divisions officielle comme telle, mais c'est une réalité qui est là, qui sont que quand il y a un événement des ressortissants de Katanga par exemple, vous voyez plus de ressortissants de Katanga que les autres. Est-ce que si je suis la logique d'une plateforme qui aurait un dénominateur commun, être congolais, pensez-vous, en dépit de ces éléments-là que je viens d'énumérer, on peut y parvenir? Et si on doit d'abord s'occuper de ces éléments-là, comment concevez-vous justement cette réunification de tous les Congolais, de toutes tendances, que ce soit au niveau des églises, au niveau des régions d'origine et autres, pour parvenir à faire une plateforme pareille et ne réfléchir que sur le rôle que les Congolais de la diaspora vivant en Toronto, par exemple, peuvent jouer dans ces structures-là? Oui, mais je pense qu'une telle question me ramène à parler de la maturité du peuple congolais. Moi, quand vous posez une telle question, est-ce que vous êtes en train d'insinuer que nous ne sommes pas mûrs assez pour nous mettre ensemble? Non, avant de venir ici. C'est une réalité. D'accord. Oui, la réalité est que chacun d'entre nous est né par la volonté du Seigneur dans un coin de la République. Tout à fait.
nous ne pouvions pas tous être nés dans un coin. Chacun est né dans un coin que le Seigneur avait décidé. Tout à fait normal. Nous avons vécu tous ensemble dans notre pays au Congo. Sans problème d'ailleurs. Prenons l'exemple, oui, ce qui se passe au Congo. Prenons à Kinshasa, où nous avons tous vécu. Vous n'allez pas nous faire croire que les voisins directs de X est de la même tribu ou de la même région que Y. Non. Vous vous retrouvez ensemble. Nous avons oublié ces clivages tribalistiques ou claniques. Nous avons vécu au Congo, ou nous vivons encore au Congo, à Kinshasa, partout ailleurs, comme les Congolais. Et de ce point de vue-là, si nous décidons de nous mettre ensemble, le problème des clivages d'origine ethnique, tribale et consorts, pour moi c'est un faux problème. Ça ne va pas influencer dans la mesure où vous n'allez pas peut-être me faire croire que, comme beaucoup ont tendance à le dire, l'UDPS c'est le parti des Kassaïens, le Palou c'est le parti du Jean de Bandundu, et c'est pas moi du Bas-Congo. Vous n'allez pas nous faire comprendre que dans l'UDPS par exemple, il n'y a que les Kassaïens. Et on voit des personnes comme absolument pas. Et beaucoup d'autres qui absolument pas. Absolument pas. Donc c'est un exemple pour dire que le Congolais, nous avons atteint un degré de maturité que moi j'appellerais pas politique sociétale, qui fait que les clivages ethniques, les clivages tribaux, les clivages claniques, nous les avons déjà dépassés. Pour preuve, vous l'avez certainement vécu quand vous avez quitté la terre des ancêtres, en arrivant en Europe ou ici. Dès que vous rencontrez un Africain noir, le réflexe, c'est de chercher à parler en lingala. Tout à fait. Pourquoi on ne parlerait pas en une langue maternelle pour parler lingala et quand l'autre réagit, on dit oh, moi Namboka. Et ça, c'est un fait banal, mais qui dit tout. Tout à fait. Vous voyez, c'est un fait banal qui dit tout. Dans la mesure où les autres, ne nous leurrons pas dans les illusions. Il y a beaucoup de pays qui ont ce problème. Nous, Congolais, nous avons un avantage de communiquer avec tous à travers cette langue, une langue que tout le monde puisse comprendre, que peut comprendre. Et le lingala est parlé dans certains coins de la République du Congo, mais tout Congolais, même s'il ne parle pas cette langue-là, est capable de comprendre cette langue-là. Et ça, c'est un fait banal qui prouve que les clivages claniques, les clivages d'ordre tribal ont été dépassés. Et c'est un paramètre qui ne porterait nullement pas obstacle à l'événement ou à l'avènement d'une telle plateforme. Dans une telle structure. Ce qui nous amène directement dans la question du Congo. Vous savez, par expérience, et paradoxalement d'ailleurs, on se rend compte que souvent les ressortissants, les conditions de vie ou les conditions d'intégration, les conditions d'épanouissement est quelque part lié avec le pays d'origine. Or, au Congo, il n'est un secret pour personne, les choses ne vont pas bien. Quelle est votre propre interprétation, en quelques mots, de la situation au Congo aujourd'hui, en ce moment? Oui, bon, vous l'avez dit, mon cher Aimé, au Congo, rien ne marche, il faut le dire. La société ou le pays est en déconfiture totale. Et aujourd'hui, je dois le dire, pour ceux qui se disent chrétiens, si Jésus devra descendre aujourd'hui au Congo, son ministère sera beaucoup plus grand que celui qu'il avait accompli quand il était venu. Parce que le Congo aujourd'hui ressemble à un vaste champ d'atelier où il y en a qui ont parlé des chantiers. Moi j'ai dit c'est des chantiers dont les issues se retrouvent être la faim à éradiquer, la pauvreté absolue à amoindrir, les droits de l'homme à promouvoir et à respecter, la gouvernance, la bonne gouvernance à restaurer, l'autorité de l'État elle-même à imposer et à rétablir sur toute l'étendue de la République. Et de telles bévues, de telles situations font que la diaspora
qui se retrouve certainement dans des sociétés où elle s'est intégrée, ne peut pas dormir sur ses lauriers, sachant que la terre de ses ancêtres se retrouve être dans une telle situation. Avoir le Congo vivre, ou avoir les Congolais vivre au Congo, c'est comme si, on dirait, pour eux, subvenir à leurs besoins élémentaires est un luxe. Et cela, simplement, par la volonté, ou je dirais par l'égoïsme d'un groupe d'hommes qui s'est arrogé les moyens de l'État à son propre profit. Mais c'est vrai, parlant de ça, on a vu la situation en Tunisie, on a vu la situation en Égypte, on a vu la situation en Libye, qui sont tous des pays d'Afrique. On va aujourd'hui dans le Moyen-Orient, en Syrie, on a vu les tentatives au niveau de l'Iran, où les peuples, parce qu'ils sont quand même mieux, ils vivent quand même mieux que les populations du Congo, ils ont des infrastructures, ils vont à l'école et autres. Mais en dépit de ces bavures-là que vous avez établies, qui pratiquement regroupe tous les éléments de la société. Donc c'est comme si ça marchait dans aucun domaine au Congo. Qu'est-ce qui fait que le citoyen congolais ne se soulève pas, ne serait-ce que pour dénoncer ces pratiques que vous venez de dénoncer aussi, que nous jugeons qui sont autoritaires, totalitaristes et autres? Dire que le peuple congolais ne se soulève pas, ça serait une lecture assez pessimiste de la situation. Nous devons comprendre que quand il s'agit de nos compatriotes qui sont restés sur la terre de nos ancêtres, ils ont été clochardisés. Ils n'ont rien comme... ils ne sont pas capables de satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires. Ça, c'est un fait. Malgré cela, quand nous disons il y a un manque de soulèvement au Congo, je ne suis pas de ceux qui souscrivent en faveur de cette thèse, dans la mesure où si nous rentrons à ce qui s'est passé le 28 novembre, le processus électoral 2011. De 2011, bien sûr, novembre 2011, nous avons vu comment ce peuple, nous avons vu les images, nous avons suivi les images comme vous et moi, vous journalistes, l'homme le plus informé de la planète, que, comme je viens de le dire, vous savez que le peuple congolais, malgré sa misère, malgré les intempéries, le peuple congolais est sorti pour aller élire, voter pour le changement dans son pays. Et il l'a fait. Et de ce point de vue-là, nous devons leur donner, comme on dit en anglais ici, du crédit. Ils ont fait ce qu'ils devraient faire dans la mesure où nous qui sommes en diaspora, par la volonté d'une certaine catégorie de personnes, nous avons été privés de ce droit. Mais nous y avons participé parce que la plupart, si pas tous parmi nous, avons appelé qui est un voisin, qui est un cousin, qui est un frère, qui est une soeur, qui est un vieil ami qui est resté sur la terre des ancêtres pour leur dire, voilà, vous voyez dans quelle situation nous sommes en train de vivre dans notre pays. Il est temps que ça change. Et le message est passé. C'est pour vous dire que vous pouvez beau parler, vous pouvez beau penser que le peuple congolais est amorphe, mais il ne l'est pas autant que vous le pensez. Le peuple, moi je considère... Ce n'est pas notre pensée en tant que rédaction, c'est-à-dire c'est une lecture qui exactement. Est de part et d'autre. Oui, on peut arriver à cette lecture au regard de la situation sur terrain, au regard des attentes qu'on veut, au regard d'un certain calendrier qu'on voit. Mais moi je pense que le peuple constitue une variable politique à double tranchante. Et le peuple, comme variable politique, est mystérieuse. Il a son temps où il va dire assez c'est assez. Même si vous pensez que toutes les données, tous les ingrédients sont réunis pour que ce peuple-là puisse s'élever. Mais le peuple, lui, il sait quand il va le faire. Moubarak, vous l'avez cité, l'Égypte, la Tunisie et consorts, vous savez, vous connaissez des décennies que Moubarak est resté au pouvoir. Qui pouvait penser que les Égyptiens pouvaient aller se révolter de cette façon-là? Donc moi, ce que je dis, et c'est un message que je lance à ceux qui se disent du pouvoir, à ceux qui se disent du gouvernement, qui sont en train de s'amuser avec le feu. Le peuple congolais réuni
sur la terre des ancêtres constitue une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Sur ce, je voudrais tenter de clore notre émission qui est normalement de 20-25 minutes, mais vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites aussi bien sur la diaspora congolaise ici au Canada, en Ontario, à Toronto spécifiquement, que sur l'association sociopolitique au niveau du Congo. Donc Marcelin qui est ici à côté de moi, est un homme très instruit.